à tous, merci de nous être fidèles sur handychat.fr et bienvenue dans un nouveau café de Laetitia. Aujourd'hui, on va parler accessibilité numérique via les actions de Centre Info et nous sommes avec Jean-Philippe Simonet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et donc vous représentez Centre Info, qu'est-ce que c'est ? Alors, Centre Info, on est une association qui a une mission de service public. Et donc, on parle, le info de Centre Info, en fait, c'est information sur la formation continue. Donc, chez nous, on est une centaine de personnes avec des journalistes, des documentalistes, des experts juridiques, et on parle de la formation professionnelle à tous ceux qui doivent finalement l'expliquer. Donc on est vraiment à destination des professionnels. Et puis on a aussi de temps en temps des actions vers le grand public à travers en particulier les sites web. C'est un petit peu pour ça qu'on se retrouve dans l'accessibilité numérique. Le site web, donc une grande activité chez vous, enfin, c'est un de vos axes majeurs de travail. Voilà, enfin c'est devenu un axe majeur, c'est-à-dire qu'au départ on est plutôt dans la formation des adultes, donc dans la formation des gens qui accompagnent. On est dans la documentation, surtout on donne beaucoup de documentation, on fabrique beaucoup de documentation, mais on en est arrivé du coup, comme on faisait de la documentation, à faire des sites internet. Et puis depuis 5 ou 6 ans, on est passé de 1 à 2, à 3, à 4, donc on a 6 gros sites internet, entre guillemets, qui sont plutôt destinés aux professionnels. On a une myriade de petits sites qui peuvent être événementiels ou autres. Et puis, on s'occupe aussi de temps en temps d'être maître d'œuvre pour des sites du gouvernement. Donc, on a 2 sites qui s'appellent Orientation pour tous, qui s'occupent donc cette fois-ci de la donnée de l'orientation, enfin des conseils d'orientation ou de l'information sur l'orientation, à destination aussi bien des lycéens. Enfin, ça part entre guillemets des étudiants jusque, j'allais dire, aux seniors, donc toute personne en situation active. Et puis là, dernièrement, on a fait le site sur la VE, la validation des acquis d'expérience. Et dans ces cadres-là, on est maître d'œuvre parce que finalement, on amène aussi bien du contenu qui peut être donc mis sur le site et aussi même de l'expertise technique puisqu'on fabrique le site pour le compte de l'État. Et alors, qu'est-ce qui vous a incité à vous pencher véritablement sur la question de l'accessibilité numérique ? Oui, alors je dirais que c'est un petit peu comme dans le monde du handicap, c'est-à-dire quand un valide finalement s'occupe du handicap, on se dit toujours quelque part il a une attache personnelle. Donc moi typiquement c'est la rencontre de ma femme. Elle était sourde, donc l'accessibilité finalement elle est venue je dirais par le quotidien. Après au niveau professionnel bizarrement j'ai pas cherché au départ à le faire, simplement je dirais que c'est le web qui m'a emmené vers l'accessibilité numérique. Puisque, à force de parler, par exemple, de sous-titrage, puisque moi je pensais beaucoup au sous-titrage à cause de la surdité de ma femme, sur lequel on militait depuis un certain nombre d'années, et bien finalement, je me suis aperçu que dans les sites web, on devait aussi rendre un certain nombre de choses accessibles. Donc, ce n'était pas que les vidéos, c'était aussi le site web en lui-même, et cette fois-ci pour tout type de handicap. Donc là, finalement, ça m'a intéressé de me pencher là-dedans, mais je dirais que l'actualité m'a plutôt rattrapé qu'autre chose. Oui, parce que quand on dit accessibilité d'un site internet, donc on pense peut-être au sous-titrage vidéo pour les personnes sourdes, ça peut aussi bien sûr concerner tout ce qui est déficient visuel, enfin ça concerne vraiment plusieurs profils de handicap. Oui, en fait, je dirais que rendre accessible d'ailleurs, le terme accessible lui-même montre bien le fait qu'on ne s'adresse pas spécifiquement au handicap, quelque part. On doit rendre accessible à tout le monde. J'aime beaucoup le terme d'accessibilité universelle parce que ça fait un peu référence à la Charte universelle des droits de l'homme ou des choses de ce type-là, mais quelque part, dans la Charte universelle, il y a bien expliqué que tout le monde doit pouvoir avoir accès à l'information, ne serait-ce que pour pouvoir prendre des décisions dans sa vie. Et voilà, quelque part, l'accessibilité, on est concerné par le handicap parce que les personnes en situation de handicap sont celles qui auront le plus de mal à accéder à l'information. Donc on doit le faciliter, mais après on doit faciliter aussi la vie de toutes les personnes qui doivent lire un site web. Et en accessibilité numérique, c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que pendant très longtemps, la navigation sur un site, c'était pas aisé, même pour quelqu'un qui était valide, parce que c'était des nouveaux usages. Et maintenant, il faut rendre ces usages accessibles à tous. Et c'est un petit peu ça le sujet de l'accessibilité numérique. Donc le handicap en est une composante, mais ce n'est pas que la seule composante de l'accessibilité. Donc c'est plutôt à tout le monde. Quand on dit un site accessible aujourd'hui, est-ce que vous auriez un pourcentage? Combien il y a de sites vraiment accessibles? Ou est-ce que c'est grand? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup à rendre plus accessible? Alors on va plutôt partir dans l'autre sens parce qu'on ne va pas se jeter des pierres. L'accessibilité, en gros, c'est un sujet nouveau. Finalement, on en parle depuis
1994 pour le W3C, c'est-à-dire au niveau international. Mais après, la mise en place ou le fait de pouvoir former les gens qui font des sites, ça met un temps fou. Et je dirais que tout le monde se renvoie un peu la pierre. Qui devrait aller plus vite? Est-ce que finalement c'est les pouvoirs publics qui auraient dû aller plus vite dans le fait de légiférer, ou est-ce que c'est les professionnels qui auraient dû se former en premier? Moi, je défends beaucoup le fait que c'est pas parce qu'il y a une loi que ça va aller mieux. Il faut aussi que les usages professionnels aillent dans ce sens-là. Et donc il faut se former, il faut se tenir au courant, et on est sur un sujet qui est très neuf. Faire des sites web, c'est récent, et la professionnalisation du métier, entre guillemets, arrive depuis peu. Et donc on commence à avoir des gens qui commencent à prendre conscience de l'obligation de faire une qualité de site web, alors qu'avant, finalement, on était un petit peu dans la débrouillardise. Justement, cette qualité de site web, cette accessibilité, il y a un référentiel qui est en train d'être travaillé, c'est ça? Voilà, exactement. Donc en ce moment même, en France, on a décidé d'adapter une norme internationale qui sont les WCAG. Alors WCAG, on aime beaucoup les acronymes sur le net, hein, WCAG. En gros, les WCAG, c'est un certain nombre de règles que le W3C, donc c'est entre guillemets un organe qui permet de comprendre les normes techniques, a essayé de développer très rapidement, parce que Tim Berners-Lee, celui qui a inventé le HTML, a très rapidement dit que le HTML devait être accessible à tous. Ça faisait partie de son idée de départ un petit peu. Et alors c'est le cas dans le sens, c'est le cas dans les pays développés pour ceux qui ont une connexion à un ordinateur. Oui, ça fait déjà des restrictions, vrai. Oui, mais en attendant, c'est un moyen formidable de donner de l'information. Et donc en France, on a adapté donc ces fameux WCAG, on les a traduits et on a inventé ce qu'on appelle le référentiel général d'accessibilité des administrations. Alors là, on est bien dans le cadre de la loi, puisqu'en fait, la loi n'oblige que les sites publics. Les sites privés ne sont pas obligés, entre guillemets, de suivre ce référentiel. Mais en même temps, une bonne partie du référentiel, c'est des bonnes pratiques. C'est aussi une manière de faire le web, je dirais, qui pourrait être appliquée à n'importe quel site web. Il n'y a pas la composante handicap, entre guillemets, la composante accessibilité uniquement aux personnes en situation de handicap, elle est faible, mais elle est importante parce qu'elle enlève un certain nombre d'impossibilités d'accéder. Donc c'est important pour le public en question, alors que techniquement, c'est, je dirais, quelque chose qui devrait être à la marge de la production du site web. Et ce référentiel actuellement, RG2A si j'ai bien compris, il est il est en étude, c'est ça? Il y a encore des commentaires, on peut encore le préciser? Voilà, en fait, il y avait une première version qui était sortie, et cette version-là ne prenait pas du tout en compte tous les aspects, ce qu'on appelle riches du web, c'est-à-dire que de nos jours, voilà, les sites se font un petit peu différemment, on a beaucoup d'interactions sur un site, il y a beaucoup d'onglets, de choses qui bougent, qui sont difficiles à appréhender obligatoirement avec la souris, mais ça donne une possibilité de mettre en forme l'information différemment. Résultat, il fallait le mettre à jour. Et la mise à jour, entre guillemets, est faite, elle est dans ce qu'on appelle dans la version appel à commentaires. Alors la version appel à commentaires, c'est un petit peu après le travail, c'est-à-dire quand même on essaye de dire qu'est-ce que vous en pensez, sans pouvoir revenir sur le débat technique qu'il y a derrière, mais on est en plein dans cette période-là, et surtout ça montre le fait que ce projet-là n'est pas abandonné, au contraire, il est remis sur le devant de la scène, donc ça c'est important. Et surtout, on redéfinit un petit peu dans cette version-là ce qu'il faudrait faire. Parce que voilà, le décret, c'était en 2009 je crois, donc suite à la loi de 2005, il y a eu un décret en 2009 qui expliquait à quoi devait servir le RG2A. En 2009, on nous donnait 3 ans, donc 3 ans. En 2012, on aurait dû avoir plein de sites accessibles. Ce n'est pas le cas, parce que le RG2A est aussi technique pour des gens qui ne l'ont pas appris au départ. Et du coup, on a un petit peu de mal à ce que ça passe dans les formations. Il n'y a pas assez de formations qui sont mises en place, même si c'est prévu par la loi. Et voilà, on en est un petit peu là. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va redonner un peu vie au sujet. Et on espère que ça va permettre, j'allais dire, à des institutions de s'en saisir et puis de former des gens en interne, de se mettre un petit peu au travail sur ce sujet-là. Du coup, vous, au sein de Centre Info, donc vous avez en charge ces questions d'accessibilité. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous allez aller sensibiliser des gens? Vous allez mettre au point des logiciels? Comment ça se passe? Alors, c'est pas vraiment sur le logiciel que ça se passe, c'est plutôt vraiment sur le site web. Par contre, une des composante qui est, je dirais, la plus compliquée du RG2A, c'est que souvent on est
sur le côté technique. Donc moi, par exemple, je suis responsable des développements Internet au Centre Info et je suis chef de projet accessibilité. Ça veut dire qu'en fait, on pense toujours que c'est aux techniciens de se débrouiller pour que ça soit accessible. Mais en fait, une bonne partie du travail doit être fait en amont, c'est-à-dire au moment de la création même du site, des contenus du site, des gens qui vont alimenter le site. Parce que suivant la manière dont ils vont écrire, suivant la manière dont ils vont mettre des images pour illustrer, des schémas, tout de suite, on rentre dans un problème d'accessibilité. Si j'ai trop de schémas, il va falloir que je les explique, parce que voilà, typiquement, un schéma, c'est visuel. Si vous ne pouvez pas voir ce schéma, vous ne pouvez pas comprendre la totalité de l'information ou la synthèse de l'information qui est proposée. Donc du coup, on est obligé de faire effectivement tout un tas de sensibilisation à différents niveaux. Je dirais que le premier niveau, ça serait presque les niveaux de direction, c'est-à-dire leur expliquer pourquoi c'est un sujet qui n'est pas que technique, et en même temps que c'est un sujet qu'on devrait à peine aborder, c'est un sujet de qualité de site web, c'est-à-dire au même titre qu'on doit avoir un site qui ne plante pas, comme on dit, qui s'affiche bien, le site devrait être accessible. Alors le plus dur pour nous, c'est de suivre les évolutions technologiques en termes de technicité, mais après, c'est aussi d'expliquer à des gens, comme des journalistes, comme des juristes, comme des documentalistes, que tous les jours, dans leur métier, en fait, ils vont pouvoir rendre accessible plus facilement de l'information, simplement la manière dont ils fabriquent leur contenu. Quand vous allez sensibiliser toutes ces personnes, vous rencontrez quelle réaction ? Alors, c'est ça qui est toujours intéressant dans le monde du handicap, c'est que, typiquement, on ne va pas dire qu'on va aller contre. C'est quelque chose qui se passe. Par contre, la force d'inertie peut être importante, c'est-à-dire que passer l'empathie, j'allais dire qu'on a toujours en se disant, c'est vrai que le handicap peut vous toucher, n'importe qui d'entre nous peut être touché par le handicap du jour au lendemain, non pas par accident, mais aussi parce que nos corps vont vieillir, parce qu'à un moment donné, on peut avoir un handicap partiel. Vous allez au ski, vous vous cassez le bras, essayez de travailler après avec les deux bras dans le plâtre. C'est typique. Ensuite, on peut se réveiller sourd du jour au lendemain. Ça arrive. Donc, il y a une empathie. Après, dans le quotidien, le vrai problème, c'est que souvent, on est soumis à une charge de travail et on oublie ça. Et on oublie qu'il faut se mettre à la place de ceux qui vont consulter les documents, qui vont regarder les sites, et que c'est une partie du travail. Simplement, on n'avait pas l'habitude de l'intégrer dans le travail lui-même, tous les jours, au quotidien. Donc je pense que la sensibilisation, c'est bien. En même temps, il faut aussi, je dirais, des bonnes pratiques professionnelles. Et ça, il faut qu'on les développe, il faut qu'on les... Alors les référentiels, c'est pratique parce que finalement, on donne une règle et puis on peut la tester. On donne une sorte de norme. Par contre, dans le RGA, ce qui est un peu compliqué, c'est que souvent la norme, elle est un peu floue. Elle est difficile à comprendre. Oui. Et ces bonnes pratiques, vous, au sein de Centre Info, vous disiez que vous aviez plusieurs sites, dont deux vraiment grand public, notamment celui sur la VAE ou Formation pour tous. Donc vous les avez mises en pratique, ces bonnes pratiques, justement? Oui, alors j'allais dire, heureusement, on n'est pas toujours les plus mal chaussés, mais donc pour nous, le plus important, c'était par exemple de dire dès le départ qu'on était opérateur de l'État, donc on a des sous-traitants, et quand on choisit nos sous-traitants, on leur dit qu'on doit le faire. Ça veut dire qu'à partir du moment où on commence à proposer du graphisme, tout bêtement, il faut que, par exemple, les contrastes soient assez élevés pour que des gens qui ont des difficultés à voir, il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 5% des hommes qui sont daltoniens. Hein. Donc vous faites souvent des chartes graphiques qui sont très belles, avec des pastels, des beaux gris, des choses comme ça. Toutes ces couleurs-là échappent à plein de personnes. Alors je ne parle même pas des non-voyants. Je veux dire, là, à un moment donné, on est même sur les daltoniens. Parce qu'un daltonien, quand il regarde un site qui n'est pas contrasté, il y a plein de choses qui lui échappent. Il ne voit plus le contour des boutons, il ne voit plus où il doit cliquer. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut mettre en place. Et pour nous, le plus dur, c'est plutôt le fait que souvent dans ces sites-là, donc c'était Orientation pour tous, le site, on a beaucoup de contenus qui arrivent de sources extérieures. Donc on travaille avec des gens comme l'ONICEP, comme le CIDJ, comme Pôle emploi, on travaille avec des régions, avec des conseils régionaux, on travaille avec plein de gens. Et suivant d'où arrive l'information, cette information-là, elle peut arriver souvent pas accessible. Il faut voir comment on peut faire pour la rendre accessible. D'accord. Et ça, c'est en les prévenant, c'est pas à vous de réorganiser, enfin, de mettre en place les opérations techniques. Il faudrait que ça soit mis en place en amont, c'est ça ? En fait, alors le grand drame, j'allais dire, de l'accessibilité, c'est qu'on a commencé par dire on va faire un référentiel pour vérifier. Alors c'est très bien de vérifier, mais c'est un petit peu comme le constat après l'accident. C'est-à-dire que finalement, il faudrait d'abord éviter l'accident. Oui. Quand on fait le constat après, il n'y a plus rien à faire. Souvent, il faut changer la voiture. Oui. Donc l'accessibilité, j'allais dire, elle a eu cette problématique-là dans le RG2A, c'est que
on a considéré qu'il fallait faire des audits. Et moi, j'aurais tendance à dire, il faut arrêter de faire des audits, parce que justement, on en arrive à cet écueil-là, c'est-à-dire que je reçois les documents, je reçois des informations, puis je dis, bah, elles ne sont pas accessibles. Alors, soudainement, il faut refaire. Et refaire, évidemment, ça coûte cher. Ou alors, adapter, ça coûte cher. Alors que fabriquer au fur et à mesure, ça ne coûte pas cher. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à faire, dans le cadre de ces opérations-là, on fait de la sensibilisation au fur et à mesure, finalement, du travail. Donc on reçoit des premiers documents non accessibles, on va voir ce qu'on est capable de traiter, mais on va aussi essayer de donner de l'information aux personnes qui nous amènent ces informations pour leur dire peut-être qu'on pourrait faire comme ça pour les rendre accessibles. En ce moment, par exemple, j'ai un petit chantier sur comment sous-titrer des vidéos qui ne le sont pas. Pôle emploi a fait un énorme travail sur ces vidéos pour essayer de les rendre accessibles et il a une partie qui est déjà sous-titrée, mais il peut arriver qu'on arrive avec des vidéos événementielles sur des présentations de métiers ou des choses comme ça, et dans la fabrication, on a oublié souvent cette composante-là. Donc c'est là où on essaye de sensibiliser et puis plutôt d'aller dans une démarche continue, parce que dire à une personne tierce « vous n'avez pas fait le boulot, il faudrait peut-être s'y mettre », c'est pas productif. Ensuite, on est un petit peu le petit pousset quand même, parce que nous, Centre Info, on est une centaine de personnes. On a face à nous Pôle emploi, l'ONICEP, c'est des grandes structures. Même s'ils sont très engagés sur ce type de choses, la production numérique, c'est pas toujours simple. Il faut qu'il y ait toutes les personnes qui soient concernées. Donc on donne de l'information et on préfère aller dans ce que j'appelle l'accessibilité continue, c'est-à-dire on va améliorer au fur et à mesure en continu. C'est beaucoup plus productif parce que le but ultime, c'est pas d'être accessible à 100% avec peu d'informations. Le but ultime, c'est d'avoir le maximum d'informations accessibles, dont les plus importantes, c'est-à-dire celles qui sont absolument nécessaires. On va bientôt devoir conclure cette émission. Qu'est-ce que vous auriez comme message principal à faire passer ? Oui, d'abord, est-ce que peut-être vous voulez ajouter quelque chose sur ce qui a été dit au cours de cet entretien ? Quelque chose qu'on aurait oublié d'aborder. Oublier d'aborder un sujet comme ça, vous savez, on passe notre temps à en parler. Non, je dirais que le plus important pour moi en ce moment, c'est que le sujet est revenu. C'est pas toujours évident parce qu'on considère toujours il faut avoir des moyens pour le faire. Et moi, je dirais que c'est pas vraiment des moyens. Il faudrait plutôt essayer de réformer un peu la manière dont on fabrique. Et donc former les gens qui font tous les jours le travail. Et là, ça va du journaliste au technicien. Ça va même des directions, c'est-à-dire des chefs de projet qui doivent prendre en compte cet élément-là pour ensuite que ça rentre dans un cadre normal de travail et pas que ça devienne une souffrance. Parce que sinon, on se dit toujours « on nous critique sur quelque chose qu'on a mal fait ». Je pense que le plus dur, c'est de rendre ça un élément normal de la qualité d'un site web. Et déjà, avoir un site web de qualité, c'est pas évident comme concept. Et donc, c'est un peu ça là-dessus, c'est avoir tous les maillons de la chaîne, pédaler tous ensemble un peu vers la même direction pour arriver justement à ce que ça soit un élément normal du travail et que l'accessibilité, je pense que c'est un petit peu comme le handicap. Il faudrait que l'inclusion du handicap soit quelque chose de normal et pas quelque chose d'exceptionnel. Parce que rendre un site accessible, ça nécessite pas forcément des dépenses folles si c'est bien géré en amont, ce que vous disiez tout à l'heure sur les moyens financiers. Alors, je dirais carrément que ce serait de la folie de ne pas le faire, plutôt que de faire des dépenses folles. Surtout que ça sert à tout le monde. Parce que finalement, c'est de l'ergonomie. J'ai parlé de sous-titrage tout à l'heure. Sous-titrer une vidéo, en gros, ça permet surtout au plus grand aveugle de la Terre. Alors, le plus grand aveugle de la Terre, on dit toujours que c'est Google. Pourquoi ? Parce que lui, il a des robots qui scannent vos sites, il récupère les textes. Et quand vous mettez un sous-titrage sur une vidéo, Google sait de quoi vous parlez, il peut vous référencer. Et de manière générale, ça permet à continuer à donner de l'information de manière différente. Et je dirais que la chance qu'on a eue ces dernières années, c'était le fait qu'on a eu l'apparition du mobile. Et le fait de lire un site web sur un téléphone mobile, finalement, le téléphone mobile, c'est notre premier robot handicapé parce qu'il a un tout petit écran, il faut qu'il mette plein d'informations dedans, il faut le rendre accessible. Et en plus, c'est pas pratique à utiliser toujours. Mais en même temps, c'est une force extraordinaire parce que c'est portable. On l'a tout le temps avec soi. On peut faire énormément de choses avec. Et donc, le mobile a fait énormément avancer, je dirais, la cause de la qualité des sites web et de l'information. On en restera là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Philippe Simonet, d'être venu nous parler de l'accessibilité du numérique pour Centre Info et la suite des programmes, bien évidemment, maintenant sur handichat.fr.